Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet qui inquiète parfois et qui est également envisagé de façon un petit peu brouillonne par certains. Je veux parler de la fiscalité de l'immobilier locatif. Quand on achète un bien pour le louer, pour le mettre en location, on se demande comment seront imposés les revenus locatifs. Est-ce qu'il faut acheter en nom propre, choisir la location nue ou la location meublée, passer par une société? Quel régime fiscal sera le plus intéressant? Et en effet, un même bien immobilier peut relever de régimes fiscaux totalement différents selon la façon dont il est détenu et exploité. Alors, pour nous aider à y voir plus clair aujourd'hui, je reçois aujourd'hui Michel Botorel, qui est spécialiste de l'immobilier locatif et de la fiscalité immobilière chez Score Gestion de Patrimoine, qui fait partie du groupe Finance Conseil. Bonjour Michel Botorel. Bonjour Anne-Sandrine. Avant toute chose, je crois qu'il est très important de comprendre comment fonctionnent les revenus locatifs. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de commencer par là ? C'est hyper important parce que si on ne comprend pas aujourd'hui la fiscalité ou le mode sur lequel la fiscalité s'applique sur les revenus locatifs, on aura du mal à faire une sélection vraiment adaptée et individualisée. Oui, et la matière est assez fournie. Oui, elle est très vaste. On a la chance, entre guillemets, d'avoir aujourd'hui des fiscalités qui peuvent répondre à plusieurs objectifs, plusieurs thématiques. Parfois complexe, mais c'est important de la vulgariser. Alors, ce qui est important aussi, je crois, avoir compris les choses ainsi, c'est que oui, on parle souvent de rendement locatif, mais en fait, derrière, on a une question de fiscalité. Et c'est cette question-là qui est extrêmement technique, qu'il est important d'appréhender, c'est ça ? Exactement. En général, dans l'immobilier, on parle tout le temps de rendement locatif. Oui. Alors, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. En effet, le rendement locatif, c'est un indicateur, un index qui permet de voir une performance locative par rapport à l'achat d'un bien, où on tient compte de l'achat du bien et du montant de loyer. Oui. Mais ce n'est pas suffisant. On ne parle pas de performance financière, car on ne sait pas si on a eu un emprunt, si on fait un apport. On ne parle pas de fiscalité. Et ces deux éléments-là jouent énormément sur la rentabilité financière réelle et effective. Et alors justement, on va aller dans le concret et on va prendre un exemple. Alors, quel sera votre exemple aujourd'hui ? Alors, on peut prendre un exemple assez basique pour simplifier et vulgariser les éléments. Oui. On peut prendre par exemple un bien que l'on achète 200 000 euros, sur lequel on a une performance locative de 5%, pour histoire d'avoir une base, qui nous donne 10 000 euros de revenus locatifs annuels. Oui. Bien sûr, on considère que ce bien-là est bien placé, bien situé et acheté au bon prix. Oui, en fait, vous voulez tout. Oui, tant qu'à faire. Alors, c'est quoi la première possibilité ? La première possibilité, c'est de l'acheter en nom propre et de tenir compte justement des différentes fiscalités. Alors en nom propre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va acheter, c'est une personne physique qui achète en pleine propriété. Un individu, un couple ou plusieurs membres de la même famille qui achètent un bien en nom propre. Alors, à partir de là, quelles sont mes options ? Alors, il y a plusieurs options qui s'offrent à cette personne-là. On peut choisir la fiscalité, la grande famille du foncier, c'est-à-dire la location nue. Et de l'autre côté, on peut avoir la grande famille aussi du BIC, c'est-à-dire du meublé. Donc, on va avoir dans chacune de ces deux options-là des sous-catégories. En foncier, on a le régime micro-foncier et le réel. Et en meublé, on a le régime micro-BIC et le réel. Est-ce qu'il faut préférer un régime à un autre ? Pas forcément. Il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les régimes fiscaux. On va voir tout à l'heure que certains revenus locatifs sont taxés à hauteur de 47,2%, voire la moitié, alors que d'autres ne le sont pas du tout. Donc c'est vraiment de comprendre les objectifs du client à ce niveau-là et les objectifs du bien immobilier et sa situation. Est-ce que par rapport à l'exemple qu'on a donné, on peut chiffrer un peu, par exemple, si je me mets en microfoncier ou en régime réel ? Bien sûr. Alors imaginons, je me mets en régime réel. C'est-à-dire le régime réel, il est très simple. Ça veut dire que d'un côté, on va indiquer les loyers, dans ce cas de figure-là, 10 000 euros. De l'autre côté, on va intégrer les charges. Intérêts bancaires, plus assurance des invalidités, taxes foncières, copro, syndic, etc. Et le résultat de cette opération-là, qui est ni plus ni moins qu'une soustraction, nous donne un résultat, c'est ce qu'on appelle le revenu locatif fiscalisable. C'est-à-dire que si on est, mettons, à 5 000, on sait que le couple, le foyer fiscal, il va être impacté à hauteur de sa tranche marginale d'imposition, mettons 30%,
plus les cotisations sociales, 17,2 dans ce cas de figure-là en revenu foncier avec la nouvelle loi de finances 2026. Donc, grosso modo, si on touche 10 000 euros, on touchera net, après impôt, les impôts vont s'élever à 4 720 euros précisément. Et pour le foncier alors ? Alors pour le régime foncier micro-BIC, là l'État il est plutôt sympathique parce qu'il nous dit aussi que au lieu de mettre les charges réelles, on va prendre le montant du loyer sur lequel on va faire un abattement de 30%. Donc si on les prend les 10 000, l'État va fiscaliser qu'à hauteur de 7 000. Et sur ces 7 000-là, on va payer 30 plus 17,2. Ça veut dire qu'on va grosso modo payer 3 500 euros d'impôt. Donc c'est plus intéressant. Ça dépend des cas de figure, justement. Oui. Si on n'a pas de charge déductible, oui. Et par défaut, ça peut être intéressant. Et si, en revanche, on a des charges déductibles parce qu'on a fait des travaux, parce qu'on a justement levé de la dette, là, ça peut être intéressant d'être en micro. Chaque cas est particulier. Il n'y a pas de mauvaise loi. Il y a des lois mal adaptées. Et donc l'intérêt, c'est aussi de pouvoir auditer une situation, en fait. Quand on prend cet exemple, ça, on le comprend bien. Exactement. Il faut vraiment faire comprendre aux clients la situation par du concret. Et si on parlait maintenant de la location meublée, parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire, peut-être trop. Oui, alors ça a été magique à un moment parce que tout le monde a parlé du meublé, le fameux LMNP. Alors, il faut comprendre que dans le meublé, c'est la rente de la famille du BIC avec quelques réglementations. Et on a deux options encore là, le micro-BIC et le réel. Je vais démarrer par le réel en vous disant que le réel, c'était magique parce que grâce à un amortissement comptable, c'est-à-dire une charge fictive, virtuelle que l'on applique, on touche 10 000 euros de loyer. On n'est pas imposé sur ces 10 000 euros-là, donc en impôt, on paye 0. Donc, c'est vraiment de la rente pure nette d'impôt. Et pour l'autre cas, alors ? L'autre partie a été un peu chamboulée lors de la dernière loi de finances, entre autres par rapport à la loi Lemeur qui a été mise en application, où là, il y avait différents abattements. Maintenant, alors, ça a simplifié, mais c'est un peu moins avantageux. C'est-à-dire que l'État octroie en fait un abattement de 50% sur les revenus locatifs. C'est-à-dire que si je touche 10 000 euros de revenus locatifs, l'État ne retient que 5 000. Et là-dessus, on va encore payer la tranche marginale d'imposition, ainsi que la CSG, mais celle-ci, par contre, la CSG, elle a augmenté. Donc, on prend bien sur 10 000 euros de revenus locatifs, on va retenir 5 000 sur lequel on va payer grosso modo 2 500 euros d'impôt sur les revenus locatifs. Ce qu'on comprend aussi avec cet exemple, c'est qu'on est sujet à la variation et à l'évolution de la règle fiscale. Exactement. En fait. C'est l'une des difficultés de nos métiers depuis ces 2-3 dernières années, c'est qu'on doit suivre ou tenir compte de la volatilité en fait de la fiscalité et de ce qui se passe au niveau du gouvernement. Donc on est obligé de tenir justement cette partie-là en disant il faut qu'on trouve des portes de sortie, d'où la subtilité de bien comprendre les objectifs du client et de bien appréhender les différentes options possibles ou plausibles. Vous, votre métier, c'est de faire un audit de cette situation-là ? Tout à fait. Alors c'est là aussi que nous, on prend du plaisir parce qu'on vient aider les gens en disant notre métier premier, c'est de comprendre à qui on a affaire, quels sont leurs patrimoines existants et quels sont leurs objectifs à court, moyen, long terme. Et à partir de là, on définit justement quel cadre est le plus approprié ou le moins pénalisant pour répondre à leurs objectifs. C'est la clé, en fait. Oui, répondre à leurs objectifs aussi dans un moment T, en fait. Exactement. Parce que, encore une fois, on a dit la loi fiscale qui change tous les ans avec cette fameuse loi de finances, mais au surplus, on est quand même dans une période qui est assez bousculée quand même. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais la stabilité fiscale, c'est quand même un grand rêve. Eh ben, oui. Et puis l'instabilité, par contre, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on se rend compte que si on a 30 ans, on n'a pas les mêmes objectifs et puis pas le même profil de voir l'avenir. Donc, on peut emprunter, on peut partir sur des travaux, etc. Si on a 50 ans, la succession commence un peu à nous chatouiller, à vouloir être un des points prédominants de nos objectifs. Si on a 60 ans, qu'on a réglé cette partie-là, ce qu'on veut, c'est du complément de revenu pour la retraite. Donc là encore... Je vais redire la même phrase, il n'y a pas de mauvaise fiscalité. On va aller sélectionner la fiscalité qui correspond au mieux ou au moins pire par rapport à la situation et aux objectifs du client, tout en préparant le plan C, le plan catastrophe. Si tout évolue, est-ce qu'on a une porte de sortie ? Et vous avez nommé le mot magique transmission, ça me fait une transition toute faite. On peut parler maintenant de l'acquisition via une société. Tout à fait. Alors là aussi, c'est un sujet qui est... tout le monde connaît, mais en réalité, les deux points forts d'une société immobilière, c'est d'abord la protection des associés, grâce au statut et à ce qu'on y met dedans, et la transmission. C'est deux sujets qui sont parfois un peu galvaudés parce qu'on parle de fiscalité. En effet, il y a l'IR, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu ou l'IS, mais les deux socles majeurs d'une société, c'est bien la protection et la transmission. Il faut se dire que des statuts de société, c'est un contrat avec un mode d'emploi et des règles du jeu.
D'où l'intérêt aussi de le faire rédiger par un professionnel, qu'il soit bien rédigé, parce que quand on parle par exemple de protection des dirigeants, il doit y avoir aussi des exemples plus ou moins heureux. Exactement. Dans les exemples plus ou moins heureux, on va dire malheureux, il y a des cas de figure où on crée une société avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'envie, avec un bon bien immobilier. On a sélectionné la fiscalité qui va bien, la société qui va bien. On fait une SC, une SCI, une SARL, une SARL de famille, une SAS. En revanche, on néglige parfois la forme de continuité. J'ai un exemple assez probant. Monsieur, madame se mettent, mettons, co-gérants, et puis ils ont fait un démembrement de part de la société pour transmettre aux enfants, tout va bien. En revanche, ils ont oublié de mettre que si monsieur et madame décèdent, il n'y a plus de gérant. S'il n'y a plus de gérant dans la société, l'administration est un peu coincée. Donc, ils nomment un administrateur qui, lui, va falloir le payer, bien sûr, et qui va organiser une assemblée générale au bout d'un an et demi, pour nommer des nouveaux gérants. Alors qu'il suffit juste de mettre soit une gérance en cascade, soit de nommer déjà, ou de mettre un texte en disant que si les gérants décèdent, les associés ont 6 mois, 5 mois, 4 mois, comme on veut, pour justement organiser une assemblée générale extraordinaire et nommer le nouveau gérant. Et oui, parce qu'on aime gérer ses affaires soi-même, en fait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on crée une société aussi. Tout à fait. Et du côté de la transmission, il y a aussi des avantages quand même à faire les bons choix. Alors, la société, si elle est bien utilisée, c'est toujours pareil, c'est un outil ultra puissant. Donc, il faut vraiment être précis dans les statuts et dans ce que veut en faire et dans la traduction. Mais en effet, aujourd'hui, dans la transmission, on peut aujourd'hui transmettre la nue propriété, donc démembrer les parts, transmettre la nue propriété d'une société, permettant justement aux héritiers de récupérer la pleine propriété de cette société et de tout ce qu'il y a dedans pour pas un centime. Oui. Quelles sont les erreurs commises le plus fréquemment, alors fiscalement parlant, selon vous ? Le plus fréquemment, selon moi, c'est des discussions parfois qu'on a avec son voisin lors d'un barbecue, ou bien qu'on constate qu'on a vu une émission qui parle de la société civile, et puis on se dit, mon voisin en a fait une, je ne suis pas plus con que mon voisin, voire même moins, donc je vais en faire une également. Mais en fait, votre voisin, il n'a pas la même situation, il n'a pas le même âge, il n'a pas les mêmes objectifs, il n'a peut-être pas les mêmes moyens. Il n'a peut-être pas tout compris. Il n'a peut-être pas tout compris aussi, ou il a mieux compris que nous, et puis pour lui, c'est adapté et pas pour nous. On revient encore, il n'y a pas de mauvaise loi, mais des lois mal adaptées, ou il n'y a pas de mauvais système, il y a juste que des systèmes mal adaptés. Le copier-coller est très dangereux. Oui, donc on ne fait pas comme son voisin et on ne suit pas la mode du moment. Voilà, on s'intéresse à ce qu'a fait le voisin. Est-ce qu'il nous dit tout ? On ne sait pas, même si dans un barbecue, on dit beaucoup de choses. Mais donc voilà, bien se poser les bonnes questions est aussi important que de trouver les bonnes réponses. Est-ce qu'il y a dans votre histoire professionnelle une histoire que vous auriez aimé voir se dérouler autrement, là où les erreurs auraient pu être évitées ? Oui, alors c'est des histoires un peu tristes parfois, parce que c'est souvent quand il y a un décès, on se rend compte qu'il y a un blocage. Ça veut dire que les parents ont fait tout ce qu'ils voulaient vraiment de transmettre. Donc c'est un cadeau énorme qu'ils font en fait les parents aux enfants. Oui, et puis c'est le fruit d'une vie de travail. D'une vie de travail, et qui quelquefois tombe en catastrophe parce qu'il manque une phrase dans les statuts. Là, c'est dommage, quoi. Ou dans les indivisions aussi, où les familles se déchirent parce que au début, ils s'entendent bien, mais ils n'ont pas un même rythme de vie, les enfants. Il y a un qui est intermittent du spectacle, et c'est très bien. Un autre qui travaille à la City, à Londres, et c'est très bien aussi. Mais ils n'ont pas les mêmes objectifs ni la même situation. Donc, automatiquement, le bien ne correspond pas aux deux objectifs, alors que ça correspondait vraiment bien aux parents. Et donc, on prend son temps pour faire des choix ? Oui, on prend son temps. L'audit, alors nous, c'est une des parties qu'on apporte vraiment aux clients en se disant que le temps de la compréhension à qui on a affaire, ce qu'ils ont et leurs souhaits et objectifs, c'est primordial. Et de hiérarchiser ces objectifs-là, c'est vraiment notre bataille au quotidien et notre cœur de métier. Ouais. C'est passionnant, en fait, votre métier, parce que vous avez une partie très technique et il faut être à l'affût de l'actualité fiscale et puis aussi juridique de façon générale. Et puis, au fond, vous touchez à l'humain, à l'histoire des familles. Oui, c'est exactement ça. On rentre dans la vie des gens, que ce soit des petits patrimoines ou des grands patrimoines, si je peux me permettre cette expression. Mais là, l'idée qui me vient en tête, c'est aujourd'hui un client qui, par exemple, est atteint de faire le tour du monde aujourd'hui. Je le salue d'ailleurs, parce qu'on a trouvé justement des solutions adaptées pour lui, correspondant à ses souhaits et objectifs. Il voulait faire une tour du monde en bateau il y a 5 ans et aujourd'hui il est sur l'eau. Donc il m'a envoyé la photo de son bateau au Brésil avec lui dessus en disant merci. C'était un beau cadeau réellement, quoi. Oui. Et en 1 minute, si vous deviez décrire votre métier ? Mon métier, il est très simple. Même si on s'est entouré de complexité, mon métier, c'est vraiment l'audit patrimonial en se disant
qu'aujourd'hui, on veut comprendre qui on a en face de nous. Je suis marié, pas marié, divorcé, remarié, etc. Qu'est-ce que j'ai comme patrimoine ? J'ai un peu de liquidité, j'ai 1 ou 2 biens immobiliers en location, mais surtout, quels sont mes souhaits et objectifs ? Et là, on va hiérarchiser vraiment les souhaits et objectifs. Et c'est là que nous, on intègre vraiment la famille, on boit le café, on est des buveurs de café. Et derrière, on va trouver justement les solutions. Est-ce qu'on met une société en place ? Est-ce qu'on met un démembrement, une donation ? Est-ce qu'on fait un bout d'assurance vie ? Parce que c'est un outil magique aussi pour la transmission. Est-ce qu'on achète un bien immobilier ancien avec des travaux, du neuf en VFA, avec les points de vigilance qu'il faut avoir, etc. Donc là, on est vraiment dans notre cœur de métier et c'est là-dedans qu'on s'éclate. Et je suppose quel plaisir de recevoir ces SMS, d'un bateau ou d'ailleurs, hein, mais c'est l'alarme qui arrive en fait. Oui, Parce que c'est un dirigeant, un très beau chef d'entreprise qui était très méfiant au départ parce que justement, besoin de tout comprendre, tout décortiquer. Donc on est rentré vraiment dans le moteur, dans le réacteur, on peut dire. Et puis aujourd'hui, il est sur son bateau, il est détendu, il est en short. Je ne l'ai jamais vu en short, évidemment. Et il est content parce que son objectif est atteint. Donc génial. Alors, on lui dit coucou. Et puis, un grand merci pour tous ces éclairages. De rien, avec plaisir. Et merci à vous qui nous avez regardés. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker, de le partager sur les réseaux. Je vous remercie par avance. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.